Salut à tous. Il y a quelques mois, j'avais dit que je voulais faire une petite FAQ sur Twitter, enfin sur X enseignement Twitter, et bon, elle a mis du temps à arriver, mais la voilà. Et avant toute chose, avant de parler de cette FAQ, je vais déjà parler un peu de cette chaîne de manière générale, parce que c'est vrai que depuis un an, un peu plus d'un an, le contenu qu'il y a, c'est quand même un sacré bazar, et moi-même j'ai du mal à savoir ce que je compte en faire. Alors il y a eu les épisodes de Monogatari, on a la série avec les universités, que je vais reprendre un jour. On a aussi forcément les best of live. Bon, je compte plus stream avant un moment parce qu'honnêtement, c'est pas bien fait pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a l'émission du coup, qui sera là plusieurs fois cette année pour parler du football singapourien avec Team Singa FR et peut-être un autre intervenant dans le futur. Donc ça arrivera. Mais c'est vrai que j'ai lancé beaucoup de choses et j'en ai concrétisé pour l'instant quasiment aucune, à part Monogatari vite fait. Donc j'ai réfléchi, mais mon principal problème, c'est mon manque de temps. Je travaille pour plusieurs sites, je fais mes études d'un côté, mais je suis aussi rédacteur pour Lucarne Opposée, pour Fausse Touche, pour Tribune Stéphanoise. Je vous enverrai le lien d'ailleurs des 3 sites, si vous voulez aller voir et aller follow, ça fait toujours plaisir pour eux. Et puis en parallèle, je travaille aussi pour un projet qui s'appelle Yo Scouting, qui pour l'instant est à sa genèse, mais j'en parlerai peut-être un jour un peu plus en détail, même si c'est pas vraiment en rapport avec le reste de mon contenu. Donc voilà. Et sauf que ces sites sont très chronophages parce que je sors un article par semaine pour Hello. À la rentrée, ça sera sûrement 2 par semaine. Je sais pas, peut-être tous les 2 semaines. Enfin voilà. Pour Fausse Touche, je vais sortir 4 articles du coup dans les jours qui suivent. D'ailleurs, c'est pour ça, allez follow. Ça va être sympa. On va parler un peu de formation, on va parler un peu de l'Indonésie, du Japon, de la Corée et de l'Arabie pour le tournoi Maurice Révélo. Donc ça me prend beaucoup de temps et j'ai plus le temps de tourner. D'autant que je suis un débile. J'ai fait des scripts de vidéos facecam. Je déteste la facecam profondément. Je préfère faire des voix off. Donc ça me motive encore moins à les tourner. Bon bref. Pour ce qui est de l'avenir de cette chaîne, on va continuer Monogatari. J'ai toujours mes idées du coup, plusieurs projets. Un gros projet que j'aimerais sortir pour septembre-octobre, pour parler un peu sans trop teaser, pour parler un peu de tous les scandales qui ont pu toucher le football asiatique ces dernières années. Je compte aussi, du coup, toujours faire mon reportage en Chine, c'est pour ça que j'y pars. Mais toutes ces vidéos, elles ne seront pas là avant un petit moment, dans le sens où je pars à Maurice Révélo la semaine prochaine, et 5 jours après mon retour de Maurice Révélo, je pars en Chine. Donc là, il n'y aura pas de vidéo pendant un bon mois et demi, 2 mois. Voilà. Mais après ça, j'essaierai quand même de me motiver et d'en faire. Voilà en gros ce qui est prévu. La série universitaire, je compte la reprendre. J'ai plusieurs idées d'université, forcément toujours l'université de Tokyo, et Takushoku et Waseda qui m'intéressent beaucoup aussi. Le problème étant que je trouve ça dommage pour certaines d'entre elles d'en parler, mais de ne pas aller sur place. C'est ce qui me gêne un peu, donc je vais voir comment je peux faire. Sinon, je ferai d'autres vidéos plus explicatives sur l'universitaire. Je prépare aussi un article pour cet été pour tout ce qui va être au niveau des changements dans le football japonais. Comme vous le savez, le football japonais, on en parlera plus tard dans la FAQ, va passer d'un calendrier sur une année à un calendrier à cheval de septembre à juin, ce qui risque de grandement affecter l'universitaire, et j'ai prévu un article dessus qui s'accompagnera peut-être d'une vidéo, ça peut être sympa. En tout cas, voilà. Donc dans les prochains mois, pour résumer, on aura Monogatari qui va continuer, la série universitaire faut voir, 2 gros projets qui sortent un peu hors sujet, et toujours ces petites reviews du football singapourien avec Team Singa FR. Voilà, ça sera globalement ce qui sera au programme, et peut-être quelques hors-séries, genre des vidéos roue libre. Mais c'est vrai que les sujets que je traite dans roue libre, je préfère les traiter à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Voilà. Bon, en gros, c'est ce qui est prévu en termes de vidéos. Maintenant, on peut passer véritablement à la FAQ. Donc on a Matt tout d'abord de Reds Belgium, que je salue, qui est un ami, qui me demande quel stade je voudrais faire en Asie, autre que le Noévir Stadium, donc le stade du Vissel Kobe. Donc Vissel Kobe qui est le club que je supporte. Ma deuxième équipe préférée en Asie, c'est Tampines Rovers à Singapour, sauf que j'ai déjà fait la World Tampines Hub, donc je l'élimine aussi.
Donc j'avoue que le stade que j'aimerais bien faire, ça serait celui d'Al Raed en Arabie Saoudite, qui est le troisième club que je préfère en Asie, et qui est du coup le King Abdullah Stadium de Bouraïda. On a ensuite une question de Jobilo Iwata France, qu'on salue, qui me demande si ils vont rester en première division en J1 cette saison. Et j'ai envie de dire oui. Et ceux qui me suivent sur Twitter savent que je l'ai déjà dit depuis le début, c'est que pour moi, Iwata, pourtant tout est compliqué, tout était compliqué. Iwata est un club vraiment surendetté, possiblement le club le plus endetté des 3 premières divisions, du moins en termes de pourcentage par rapport à l'argent qu'ils ont. En gros, c'est un club au bord du gouffre qui a réussi à monter en J1 l'an dernier en ayant pourtant honnêtement le budget d'un club d'un échelon en dessous, d'un petit club de J3. Donc ce qui est vraiment remarquable. Et là, ça va mieux. Mais pour moi, Iwata va se maintenir parce que depuis le début de la saison, je les trouve beaucoup plus forts individuellement et collectivement que certaines équipes comme Kyoto, comme Sapporo, même Shonan. T'as vraiment des joueurs très très intéressants. T'as Rio Germain qui explose, t'as Peik Soto, le brésilien que j'aime beaucoup. Même les latéraux, Shunsuke Nishikubo, c'est très très bon. Komatsubara, pareil. La défense avec Makoto Ito et Ricardo Grassa, je la trouve très intéressante. Bref, t'as un bon effectif. Et en plus de ça, t'as vraiment cette fin. Ils ont de la hargne, les joueurs, par rapport à une équipe comme Sanga, où tout le monde t'en as rien à faire, littéralement. T'as aucune résilience dans les matchs. C'est calamiteux. À Iwata, t'as vraiment cette culture de se dire allez, on se donne tout jusqu'au bout, on pousse. Il y avait eu la victoire 5-4 contre Kawasaki, au bout du bout. C'est une bonne preuve de la résilience de ce club. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. En J1, je trouve cette année, ce qui fait la différence, c'est l'efficacité. Et Iwata a 2 super attaquants, même si Germain est blessé pour l'instant. Mais t'as Peik Soto. Et le fait d'avoir autant de qualité à la finition, ça te sauvera forcément des matchs. Même si tu domines pas, même si tu te fais bouffer. Je prends typiquement l'exemple du match entre Kyoto et Kobe. À Kobe, on a tiré 35 fois face à Kyoto, on n'en a pas marqué un seul. Et on a perdu ce match. Donc, tant que tu tiens et que surtout tu es efficace, c'est comme ça que tu feras des bons résultats. La Vispa Fukuoka l'a prouvé, ça fait des années que la Vispa est plutôt joue le milieu de tableau de J-League, en étant très solide derrière, et ils n'ont pas 35 000 occasions, mais dès qu'il y en a, c'est au fond. Donc voilà, pour moi Iwata, c'est bien un club que je vois se maintenir, et j'espère vraiment qu'il va se maintenir, parce que c'est un très beau club historique de J1, et qui a des supporters qui méritent mieux que de croupir en J2. Ensuite, on a Hugo qui me demande un avis sur le football en Malaisie. Je vais pas trop développer parce que je risque d'être très grossier. Alors, les points positifs, les supporters, que ce soit à Selangor, à Johor forcément, Kuala Lumpur, Melaka, on a vraiment des super supporters en Malaisie, très drôles, avec un grand sens de l'humour, excellent pour troller. En vrai, je dirais bien, honnêtement, la Malaisie est bien dans le top 3 peut-être des meilleurs supporters en Asie en termes de ferveur, culture, ultra, etc. Ça, c'est indéniable. Maintenant, on va parler de ce qui va pas. La fédération corrompue en crevé, tout le temps les mauvaises décisions. Le championnat, il est joué d'avance parce que t'as un club qui domine tout financièrement pendant que d'autres sont un peu dans un genre de mouroir financier assez terrible. La sélection, je préfère pas en parler. Quand sur 26 joueurs convoqués en Coupe d'Asie, t'en as 12 qui sont nés à l'étranger, mais quand je parle de nés à l'étranger, je parle pas de binationaux. Je parle de joueurs qui viennent du Brésil, d'Afrique, de je sais pas quoi, qui jouent une saison dans le championnat, hop, naturalisé. Bah non. Tu ne peux pas créer quelque chose de cohérent avec ça. Et le pire, c'est au milieu de terrain. Ça fait des années que les sélections jeunes malaisiennes n'arrivent à produire aucun milieu de terrain de qualité ou presque. Et ça, tout le monde s'en fout. Là, tout va bien. Pas de milieu de terrain, c'est pas grave, on va naturaliser Lee Tuck, 34 ans, anglais, ouais, c'est une bonne idée ça. Il a joué 2 sélections, le gars, on l'a plus vu. On va faire ça avec Sergio Agüero aussi, ouais, c'est super, voilà. Donc bref. Malaisie, un
un pays avec une culture foot exceptionnelle, mais gouverné par des guignols, quoi. Voilà. Donc là, ensuite, on a une question de Katranista, l'ami Katranista, qui est supporter stéphanois et qui aime beaucoup le football en Australie. Donc je vous invite à aller le suivre. Des fois, il fait un peu du contenu sur le football australien, c'est très sympa. Et du coup, ce Mario Katranista qui me demande quel club et quelle sélection m'ont le plus impressionné et déçu. Donc, dans le club qui m'a peut-être le plus impressionné en 2023, bah, je vais dire le Vissel Kobe. C'est pas parce que c'est mon club, mais on sort d'une année 2022 absolument calamiteuse. Mercato d'hiver, on fait venir Yuki Honda, remplaçant à Kyoto. On fait venir Haruya Ide, remplaçant à Verdi en 2ème division. Et on gagne le championnat. Et mérité. Pour le coup, je serai objectif, je suis quand même assez objectif. Si on gagne le championnat cette année, ce sera absolument pas mérité parce qu'on fait n'importe quoi. Mais l'an dernier, je pense qu'on l'a mérité notre championnat. Et par contre, c'était surprenant. Moi, en tant que supporter, je m'attendais à ce au mieux, on joue au milieu de tableau. Surtout qu'on se retrouve avec un coach comme Takayuki Yoshida, qui certes a sauvé du maintien, mais c'est pas non plus. Enfin, on pensait que c'était pas non plus que du siècle. Il avait déjà fait 2 intérims à Kobe, ça se passait pas bien du tout. Et là, il est pas juste après ses intérims, il est parti 2 ans à Nagasaki. Il revient et c'est Pep Guardiola, quoi. Bon. Donc voilà. Et la sélection qui m'a le plus surpris en 2023, je vais dire le Japon, parce qu'en 2023, c'était inarrêtable, tout simplement. Les victoires qui s'enchaînaient, c'était avec l'arrivée des nouveaux adjoints de Moriyasu, c'était vraiment impressionnant le Japon. C'est dommage que ça n'ait pas duré par la suite et que 2024 soit un retour à ce qui se faisait en 2021, quoi. Mais bon, j'ai quand même dire le Japon. Et pour les sélections et les clubs qui m'ont déçu, je vais dire, c'est dur à dire, peut-être l'Arabie, qui a alterné des résultats quand même assez moyens en 2023 par rapport aux investissements qui sont faits. Alors oui, les investissements qui sont faits ne vont pas donner leurs fruits tout de suite, mais on peut pas s'empêcher d'être déçu parce que l'Arabie, pour moi, enfin, ils ont gagné la Coupe d'Asie des moins de 23 ans en 2022. Donc les jeunes qui étaient censés monter, ils étaient censés t'apporter encore plus de qualité et t'offrir une nouvelle génération dorée. Bah là, on est mi-2024 et il n'y a toujours rien qui a changé. Les coachs, ils n'ont pas le temps de bosser. Mancini, c'était une bonne chose, mais il faut voir ce que ça va donner. Donc, ouais, sceptique pour la suite de l'Arabie. J'en parlerai dans un article qui sort très bientôt, d'ailleurs, sur Fausse Touche, de la situation des jeunes en Arabie Saoudite. Voilà. Et la sélection, et le club, pardon, qui m'a le plus déçu, bah, je vais rester en Arabie, parce que c'est quand même mon domaine, et je vais dire Al Nasser, pour avoir raté le titre la saison 2022-2023, alors que c'était du tout cuit. Bah, honnêtement, hein, le Ittihad de Nuno Espirito Santo, alors il était solide, hein, mais c'était quand même loin d'être la plus grande équipe de l'histoire de la SPL, donc tu pouvais faire mieux, surtout en ayant un CR7 qui était monstrueux, mais quand tu voyais les performances de gars comme Talisca, oh là 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 là, c'était compliqué c'était décevant. Et du coup, bah, ils ont raté le titre. Donc voilà. Ensuite, on a la question de Hugo qui nous demande un avis sur le championnat du Laos. Et bah, on va faire court, hein, c'est le championnat de la corruption. Si vous avez envie de parier, vous êtes dans le milieu, vous voulez faire des choses pas très jojo, bah, championnat du Laos, c'est cadeau pour vous, hein. Franchement, vous allez vous régaler avec les mallettes, hein. Mais bon, la FIFA, c'était même aussi, je penche même pas à peine dessus, la FC non plus. Il y a que Romain Molina pour en parler, mais bon, les instances, les gens qui mettent des coups de pied dans la fourmilière, elles aiment pas trop ça, parce que la soupe est bonne, comme dirait l'autre. Donc, bah, c'est un championnat de merde, voilà. Au même niveau que les Philippines, ou voilà. C'est des championnats de merde qui ont aucun intérêt. Bref. Ensuite, il y a une question de Taku Magic qui est un tweetos qui parle un peu de football japonais, notamment football japonais féminin, voilà. Et qui nous demande si le top 20 à 10 de Ligue 1 est meilleur que le top 10 de J-League. Je veux pas te mentir, mon cher Takuma, c'est une question de merde un peu. Parce que on n'a pas les mêmes il n'y a pas les mêmes conceptions du football. Est-ce qu'un Clermont qui est 20ème battrait un Kashiwa
qui est 10e, j'avoue que j'en suis quand même assez sceptique. Néanmoins, est-ce que le 10e de Ligue 1 qui c'était cette saison, ça devait être Rennes ou quelque chose comme ça, battrait Machida? Il y a de fortes chances. Donc en fait, c'est compliqué, ça va dépendre des clubs, ça va dépendre de la manière d'appréhender les matchs et tout. Donc en fait, c'est dur à dire. En fait, ça dépend. Je pense honnêtement que ça dépend. Ensuite, on a une question de Guitou qui me demande si le board de Reysol prendra les bonnes décisions cette saison. Bon, alors Guitou, si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre ses réseaux en dessous parce que c'est vraiment un crack. Il fait des analyses de tous les matchs de son club, le Kashiwa Reysol, et c'est très bien fait. Il a une vraie analyse tactique. Donc je vous mettrai ça. Il faut savoir que ces questions datent de janvier. Donc il sortait d'une saison pourrie avec Reysol. Cette année ça va. Le board a pris des décisions pas mal. Alors c'est toujours le merdier financièrement. Voilà, c'est-à-dire que on aime toujours jeter l'argent par les fenêtres. Il y a toujours ces bizarreries entre eux et Shimizu, sûrement un agent qui s'en met plein les poches. Mais il y a eu quelques recrutements intéressants, notamment Takuya Shimamura, qui arrive du Rosso Kumamoto en J2 et qui est absolument monstrueux. Donc on va dire que le board de Reysol a pris des meilleures décisions que d'habitude. Néanmoins, c'est pas non plus incroyable. Mais bon. On verra comment ça évolue. Après, le problème de Kashiwa, c'est qu'ils sont capables de très bien commencer la saison, comme cette année, et de s'effondrer ensuite. Donc, comme d'habitude, ce sera Savio qui risque de porter l'équipe. Mais bon, on va quand même dire que Kashiwa, cette saison, fait prendre plus de plaisir à ses fans que d'habitude. Ce qui est une belle chose. Après, on est encore loin de 2011. Bref. On a Bolivie-France, ensuite, très bon compte Twitter à suivre, qui est très intéressant, qui me demande du coup quel est le pire pays de football en Asie, championnat et sélection confondues. Le choix de la facilité serait de répondre Guam. Mais c'est nul, parce que les gars ils font comme ils peuvent. Donc j'avoue que je vais plutôt répondre le Sri Lanka, qui est une des dernières sélections en termes de sélection, au classement FIFA. Romain Molina en parle régulièrement. Le Yémen, ils n'avaient même pas la compo du Sri Lanka quand ils les ont affrontés. Parce que, voilà, ils ont tenté de naturaliser Claudio Kemmerknecht, qui joue en Allemagne, en Détroit allemande, c'est une bonne idée. Mais encore faut-il qu'ils puissent jouer, qu'ils soient inscrits. Voilà. Et le championnat, j'ai jamais vu un match, parce que je sais pas où trouver, c'est introuvable. Donc je me doute que c'est nul, parce que je crois que c'est un des seuls championnats, peut-être le seul pays d'Asie où je n'ai jamais vu un match de championnat. Même des pays comme le Turkménistan, j'ai réussi à en voir, alors que c'est fermé, et que c'est un championnat de merde aussi le Turkménistan. Mais là on bat tous les records. Et sinon, en pays catastrophique de foot, t'as Laos, mais Laos ils arrivent quand même à sortir quelques petits joueurs de temps en temps. La sélection elle fait des trucs des fois quand elles vont passer match. Donc ça sera un peu dur. Puis il y a quand même une certaine culture foot au Laos. En plus, pour le coup, quand ils naturalisent des joueurs, genre Ketka ou Famfon, ils les font jouer. Rien que ça, déjà, c'est pas mal. Donc voilà, je vais dire le Sri Lanka. Ensuite, on a le GOAT Pibé Volante sur Twitter. Pareil, je vous mettrai le lien. Très bon compte. Ou sinon, vous regardez le arrobase. Qui me pose 12 milliards de questions. Alors, des championnats que je suis de près ou de loin, quel est celui que j'apprécie le moins et pourquoi ? Je serais tenté de répondre la K-League, mais c'est pas vrai, parce que je me suis pris à la K-League cette saison, et en vrai, c'est pas si mal, j'apprécie bien. Donc je vais dire la QSL. Parce que je trouve que t'as tous les inconvénients du football, du golf, mais sans les avantages. C'est-à-dire que les 35 minutes dans le temps additionnel, on ronfle. C'est le jeu proposé qui est très alternatif, voilà. Les stars sur le déclin qui foutent rien, voilà. Par contre, t'as personne dans les tribunes quasiment. Donc voilà, c'est pas un championnat qui m'intéresse beaucoup. Le fait qu'il y ait peu d'équipes, ça m'embête un peu, même si je suis fan de Singapore Premier League alors qu'il n'y a que 9 équipes. Mais voilà. Championnat du Qatar, j'ai un peu de mal. Je regarde de temps en temps, notamment pour regarder la catastrophe du Real Duhail de Christophe Galtier. Mais bon, au moins le SAD a gagné, je vais dire, vu que c'est le seul club que j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, considères-tu qu'il y a un changement de vision de l'Europe vis-à-vis du football asiatique depuis quelques années ? Totalement. Ça se voit dans le recrutement des clubs. Il y a 10 ans, t'avais un ou deux japonais qui perçaient en Europe, un ou deux coréens, un chinois de temps en temps, et c'était tout.
Maintenant, quand tu vois en France Moussa Tamari, Abdoukodir Roussanov, que tu vois Oday Dabar en Belgique, que tu vois, qui c'est qu'il y a d'autres, plein de joueurs iraniens, Taremi en Iran, en Porto, je veux dire. Ça montre quand même qu'il y a eu une évolution de la manière de voir les joueurs asiatiques pour les clubs. Après, il y a toujours des flops, notamment Kwanga Nguyen, qui avait rejoint Pau et qui était juste là pour, on va dire, vendre des maillots au Vietnam. Ça, malheureusement, sera toujours le cas. Mais il y a quand même de plus en plus de considération pour les joueurs asiatiques en tant que joueurs et non pas en tant qu'outil marketing. Évidemment, je ne parle pas de Dines en Belgique, ça c'est encore un cas à part, il faudra que j'en parle un jour parce que c'est vraiment un club de merde. Bref, voilà, et ensuite, plutôt Sergio Agüero l'Argentin ou le Malaisien. Alors, je vais en décevoir certains, mais j'ai jamais été fan de Kun Agüero. Mais voilà, il faut dire que j'ai beaucoup de mal à apprécier les avant-centres. Voilà. Cependant, vu le niveau du Malaisien, j'aurais quand même envie de parler de l'Argentin. Parce que le Malaisien, il a fait 3 matchs en équipe nationale. Ouh là là. Encore un joueur naturalisé, du coup, par la Malaisie. Mais c'était pas fameux. Toujours des questions, du coup, de Pibe Volante. Quelle est l'équipe qui risque d'émerger dans la Confédération asiatique d'ici les 10 prochaines années? Si on considère que l'Indonésie a déjà émergé, je pense que la prochaine équipe qui pourrait émerger, et je suis très sérieux, ça serait le Myanmar. Parce qu'au Myanmar, ce qui plombe le football, c'est la situation politique, géopolitique. Je ne vais pas vous donner un code géopolitique dessus. Je regarderai peut-être si je peux vous mettre en description une vidéo genre du dessous des cartes ou d'un truc sérieux qui parle du Myanmar. Ça peut être sympa pour que vous compreniez si vous ne connaissez pas la situation. Mais voilà, c'est la guerre. Mais malgré tout, quand on voit ce que le Myanmar est capable de faire en étant en guerre, d'aller accrocher des équipes comme Singapour, comme toutes les équipes d'ASEAN, honnêtement, ont eu beaucoup de mal à se défaire du Myanmar et tout. C'est une équipe joueuse, qui n'hésite pas à aller vers l'avant, qui a 2 gros problèmes qui l'empêchent d'être mieux, c'est les gardiens qui sont tous calamiteux et un buteur qui manque, parce que le buteur Mongluin, c'est un ailier, donc voilà. Et le problème c'est que Win Hengtun, qui était censé être le nouveau grand joueur du Myanmar, un peu comme un Kyo Kouko, il y a quelques années, malheureusement il ne confirme pas. Donc c'est les 2 gros problèmes du Myanmar, mais sinon t'as tout pour être un vrai pays qui peut émerger en Asie. Le foot est apprécié là-bas, c'est un vrai sport, c'est le sport national. Il y a des qualités, ils ont aucune thune, mais on voit en Asie que des pays qui ont aucune thune, genre la Jordanie, ils sont capables de faire des belles choses. Donc ça, regarde, c'est pas tant un problème que ça. Même la Corée, hein, la KFA, ils sont sur la ceinture depuis des années, et pourtant ça reste le 2e meilleur pays d'Asie, honnêtement, en termes de football, ou 3e, ça se joue avec l'Iran. Donc même sans cet argent, il n'y a pas de problème, il faut juste une stabilisation. Et une fois que tout est stable, que tu arrives à avoir un championnat un poil plus compétitif et attrayant, voilà, franchement, ça peut vraiment être un pays qui émerge. Parmi les autres pays émergents aussi, je pourrais peut-être parler du Bangladesh. Donc là, situation, on va dire, sociale quand même très compliquée. D'ailleurs, un peu en rapport avec le Myanmar. Mais pareil, il y a une culture foot qui se développe, notamment, et il faut le souligner, une culture foot féminine, avec l'équipe de Bangladesh qui est maintenant capable de battre l'Inde. Alors que c'est quand même... On ne va pas dire que l'équipe d'Inde de football féminin soit du grand standing, mais ça reste quand même un pays immense, donc c'est forcément quand même quelque chose de bien. Et quand on voit, surtout, je retrouve les images, je pense que je ne les retrouverai pas, mais tant pis, la ferveur qu'il y avait autour de son équipe féminine au Bangladesh me dit que franchement, il y a un bon truc à aller creuser pour ce pays. L'équipe féminine, parce qu'il y a du talent, il y a de la ferveur autour, et ça serait super parce qu'en Asie, malheureusement, en termes de football féminin, t'as la Corée du Nord et le Japon tout en tête, la Corée du Sud, l'Australie aussi qui se mêle avec le Japon et la Corée du Nord, t'as la Corée du Sud, les Philippines, le Vietnam, plus rien. Ça serait sympa d'aller prendre le créneau quand même. Voilà. Ensuite, Orvis El Kobe, une équipe, un joueur que t'apprécies tout particulièrement. En équipe, du coup je suppose que c'est au Japon. Je suis un grand fan de la Soul Claro Numazu. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Love Live Derby, que je vous invite à voir, et qui est très sympa.
Et donc voilà, on va dire ça. Et un joueur que j'apprécie tout particulièrement et qui n'est pas au Vissel Kobe, ouais, il y en a beaucoup. Si on parle dans toute l'Asie de manière générale, je suis un grand fan de Chassurbek Jalolidinov, par exemple, l'Ouzbek. Et si on parle juste au Japon, un joueur que j'apprécie tout particulièrement, par exemple, il y aurait un Kota Takai du côté de Kawasaki, qui est un prospect absolument fabuleux. Il y aurait bien évidemment Soma Anzai du côté du FC Tokyo, un joueur que je suis depuis très longtemps, qui est passé par l'université Waseda et que j'apprécie tout particulièrement. Donc oui, voilà, il y a Kawahara du côté de Sagan Tosu. Euh, Taichi Kikuchi aussi au Sagan Tosu. De manière générale, j'aime beaucoup le Sagan et j'aime beaucoup les joueurs qui y sont. Donc voilà. Mais en fait, je pense que ma manière de supporter est... Je pense que je suis un peu moins un supporter hardcore que beaucoup. C'est-à-dire que je regarde Kobe, j'aime Kobe, mais j'aime beaucoup d'autres clubs. Et je regarde beaucoup d'autres clubs et j'apprécie regarder beaucoup d'autres clubs. Même des rivaux, hein. Moi, je prenais beaucoup de plaisir à regarder le Cerezo, par exemple, alors que c'est le rival de Kobe. Mais, de manière générale, dans le foot, je suis souvent assez neutre. En fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de mal à vraiment m'attacher profondément à une équipe. Donc, donc j'aime bien un peu voir à droite, à gauche et tout. Donc il y a beaucoup de joueurs et beaucoup de clubs que j'aime autres que Kobe. Moins, je les aime moins, mais je les aime quand même. Bref, j'ai divagué beaucoup. Et mon joueur argentin favori, euh, all time, je dirais Darius Vitanic, parce que j'ai commencé le foot début des années 2010. Mon premier souvenir foot, c'est la Coupe du Monde 2010. Voilà, super, super pour commencer. Et au début des années 2010, même si ma famille baignait dans l'univers stéphanois, les deux clubs que j'aimais, c'était les Girondins de Bordeaux, avec Jussier, qui est sûrement le joueur qui m'a fait aimer ce sport. Voilà, Jussier. Et l'OGC Nice, avec Renato Sivelli, avec Xavier Pentecôte, Eric Botéac et surtout Darius Vitanic, qui est un joueur que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et donc c'est clairement mon joueur argentin préféré all time. Maintenant, actuellement, c'est une très bonne question. Je dirais peut-être Agustin Palavecino de River Plate. J'avoue que ça fait un an que j'ai pas regardé, je sais pas ce qui devient, mais à l'époque, en 2021-2022, je regardais beaucoup de championnats argentins. C'était un peu le soir, la nuit, quand c'était 1h du matin, que j'arrivais pas à dormir, hop, un petit match de River, qui est mon club préféré en Argentine, ou même un match de, je sais pas, de Boca, de San Lorenzo, et j'adorais Agustin Palavecino. Donc voilà, je pense que Zvitanic c'est mon joueur préféré argentin all time et Palavecino mon joueur argentin préféré. Ensuite, on a Desert Eagle qui me demande de citer 3 pays asiatiques où je souhaiterais vivre pendant un mois la passion du foot inside. Bah, je vais être très cliché, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. C'est des pays avec des ferveurs, des cultures foot, des cultures ultra qui font que vivre inside la passion du foot, c'est juste incroyable. Honnêtement, cette année, je pars en Chine, mais l'an prochain, soyez sûr que je pars dans un de ces 3 pays. Parce que j'ai envie de vivre vraiment cette passion du foot inside. Je pense que je pencherais plutôt vers l'Indonésie pour plusieurs autres raisons. Mais vraiment, honnêtement, aller voir un match du PSS Sleman, me promener autour du stade et tout, voir un peu la ferveur qui anime les gens, pour moi, il n'y a pas de plus belle sensation que ça. Et pourtant, je suis vraiment loin d'être un gars qui est souvent au stade. Mais j'ai vraiment envie de vivre ça. Toujours Desert Eagle qui me demande mes 10 plus beaux stades asiatiques selon toi, un stade max par pays. Alors j'ai poncé ça, parce que de tête ça aurait été impossible à sortir. Voilà, je fais quelque chose qui ne sait pas, je sors mon téléphone, je veux pas développer pourquoi, vous irez chercher, je mettrai des images au passage. Alors, 10 plus beaux stades asiatiques. Il y aura peut-être plus beau, mais c'est les premiers qui me sont venus. J'ai mis l'Awar Tampines Hub à Singapour, le Toyota Stadium au Japon, l'Harapan Bangsa Stadium en Indonésie, le Stade Pamir au Tadjikistan, le Stade Tianhe en Chine, le Stade Changlimitrang au Bhoutan, qui est absolument magnifique, le Stade Tuana au Myanmar, le Sultan Ibrahim Stadium en Arabie Saoudite, celui de Jeddah, le Jawaharlal Nehru Stadium de Cochin en Inde, et le Basra International Stadium en Irak. Je pense que c'est mon top 10 des stades préférés en Asie. Pas qu'une question de beauté,
Par exemple, le Tuana est franchement pas très beau en Myanmar, mais il dégage quelque chose. Il dégage une ambiance, une atmosphère. C'est des stades qui sont souvent, enfin pour la plupart liés avec un public assez passionné, et c'est ça qui me plaît. Honnêtement, je préfère aller voir un stade peut-être un peu décrépit, voilà, mais vivant, qui connaît des choses, plutôt qu'un stade flambant neuf. Enfin, je dis ça, mais j'ai mis le stade de Basra, mais qu'un stade flambant neuf, il sera magnifique, mais bon, je suis pas un fan d'architecture, donc moi je suis là pour vivre la passion du foot. Donc les nouveaux stades, aussi beaux soient-ils, s'ils respirent pas le foot, ça n'a pas d'intérêt. On a ensuite la question de Kader Nirn. D'où est venue ta passion pour le football asiatique? Alors, c'est bien parce que cette FAQ me permet de le dire une bonne fois pour toutes, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. En 2015-2016, je suivais beaucoup la Liga et la Ligue 1, mais surtout la Liga. Sauf que je commençais à vraiment m'enlacer. Je jouais à la même période un jeu, dont j'ai oublié le nom, j'oublie toujours le nom, qui était un genre de football manager en moins bien gratuit sur mobile. Un jour, je me suis dit, tiens, tu vas faire une carrière avec Al Nasser en Arabie Saoudite. Une carrière que j'ai faite. Et pendant que je la faisais, je me suis dit, tu regarderas les matchs, histoire de t'inspirer un peu, parce que quand je joue à FIFA ou à Football Manager, j'aime être très réaliste avec la manière de voir le foot par les clubs. Donc je me suis dit, tu vas regarder les matchs en même temps, ça sera pas mal. Et j'ai commencé à regarder les matchs, et j'ai vraiment bien aimé, parce que le football saoudien de l'époque, c'était un football qui se relevait d'une grosse crise, à peine qui s'en relevait, et qui était très... Il y avait un paradoxe de le fait qu'il s'était ultra professionnalisé, mais qu'en même temps, sur le terrain, c'était encore très amateur. Franchement, t'avais des joueurs en fin de carrière, mais même t'en avais pas tant que ça à l'époque par rapport à une décennie avant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent investi dans le foot. Enfin, il y avait beaucoup d'argent investi dans le foot, mais pas sur les effectifs et la masse salariale, mais c'est plutôt dans les stades, des choses comme ça. Du coup, c'était ce contraste très amateur, très pro, j'ai beaucoup apprécié. Et ça m'a fait un espèce de vent frais sur le football que je connaissais et qui me lassait franchement. Et ensuite, j'ai découvert le championnat chinois, notamment le Guangzhou Evergrande, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et en plus, c'était la période où il dominait tout avec des Paulinho, etc. Donc, c'était une belle période. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre le football asiatique. Et la chose qui a fait que je m'y suis vraiment encore plus intéressé, c'est la signature d'Andrés Iniesta au Vissel Kobe. Parce que j'étais un immense fan d'Andrés Iniesta, je le suis toujours d'ailleurs. Et j'ai voulu suivre. Et vu que je m'étais déjà intéressé au football asiatique, je me suis dit, allez, football japonais, ça se tente aussi. Et de 2018 à 2021, j'étais littéralement fou de football japonais. Après, à partir de 2021, j'ai commencé à m'élargir à d'autres horizons, notamment le football singapourien, football tadjik. On va dire que c'est les deux premiers que j'ai développés après le football japonais. Et puis maintenant, je pense que je regarde de manière hebdomadaire quand ils y sont à peu près une dizaine de championnats par semaine. Il y en a certains que je vais voir de temps en temps, genre le Cambodge, genre la Thaïlande, l'Iran. Et globalement, je suis quasiment tous les championnats, les sélections de U17 à A, je suis quasiment tout le temps. J'ai commencé à me mettre au football féminin asiatique parce que, mine de rien, les équipes japonaises sont très intéressantes. Pareil pour la Corée du Nord. Donc c'est très intéressant à suivre aussi, j'aime beaucoup. Et voilà, ma passion pour le football asiatique. Ensuite, on a une question de Football Day qui me demande ce que je pense de la carrière de Keisuke Honda. Keisuke Honda, je l'ai pas trop vu jouer, parce que quand il jouait en Italie, je ne regardais pas, et pareil à Moscou et tout, bon voilà. Mais je pense que tout le monde le sait, Keisuke Honda c'est un joueur avec un immense talent, qui aurait pu faire mieux dans sa carrière, mais qui laisse forcément des regrets, comme je pense tous les joueurs tous les joueurs japonais qui ont percé en Europe mais pas assez, genre Kagawa, genre Nakata. Là, c'est tous les joueurs qui laissent des regrets, et Honda c'est le cas aussi. Et je prépare une vidéo en rapport avec ça d'ailleurs, donc je vais pas trop m'étaler dessus, sur la suite de carrière de Keisuke Honda entre autres, mais après sa fin de carrière est quand même très intéressante. Et tu sens que c'est un gars qui pue le football, parce que quand il a été sélectionneur du Cambodge, ça a été franchement une franche réussite, mais vraiment une réussite parfaite. Il a mené le Cambodge à un niveau qu'il n'avait peut-être
si ce n'est jamais atteint, au moins pas atteint sur les 10 dernières années. Donc, franchement, c'est honnêtement un talent gâché qui aurait pu faire mieux, mais qui a quand même eu une carrière plus qu'honorable pour un joueur japonais en Europe. On a Thomas qui me demande, hors Arabie et Japon, quels sont les championnats à vraiment suivre en Asie? Je vais dire là, et ça m'aurait fait chier avant, mais ça me fait moins chier maintenant, la K-League, parce que t'as beaucoup de cracks qui y passent. Donc, si t'aimes le scouting, t'es obligé de passer par la K-League. Et sinon, en vrai, la Singapore Premier League, franchement, ça peut être une expérience sympa pour vous. C'est pas un championnat avec un très haut niveau, mais t'as encore récemment eu un 4-4 dans un derby entre Tampines Rovers et Geylang United. T'as du but, t'as du jeu, ça joue vers l'avant. T'as aucune équipe qui joue bas, bloque bas et qui défend. Tout le monde attaque. Voilà, c'est pas tout le temps passionnant parce que bon, t'as dans le sens où c'est un peu des matchs à jouer d'avance, genre t'as des 7-1, des 8-0, mais franchement c'est vraiment un championnat qui peut être agréable et rafraîchissant pour ceux qui se lassent un peu du foot. Donc voilà, on va dire ça. Et en vrai, tu mets hors Japon, Arabie Saoudite, championnat à vraiment suivre, je sais pas si l'Arabie Saoudite, tel quel, est un championnat à suivre absolument en Asie. Mais bon, à la rigueur pour son évolution. Ensuite, on a Gralios qui me demande mon top 10 ASEAN. Donc je l'ai préparé en amont aussi, parce que voilà. Donc top 10 ASEAN, club sélection. Donc on va dire, je suppose quand je disais top 10, c'était mes 10 préférés. Donc je vais dire Tampines Rovers, Persija Jakarta, Singapour, Indonésien 4ème, Myanmar 5ème, Selangor 6ème, Yangon United 7ème, Ho Chi Minh City 8ème, Geylang United 9ème et PSS Sleman 10ème. En gros, voilà. Ensuite, mon club viet préféré, du coup, Ho Chi Minh City. Parce que j'aime beaucoup je suis jamais allé, mais je rêve d'y aller, la ville de Ho Chi Minh, donc Saigon. Et le club est sympa. Et il proposait du beau jeu quand j'ai commencé à suivre, donc je me suis dit, allez. Et pourquoi j'aime bien le football d'Asie centrale? Parce que le football d'Asie centrale, c'est un super témoin géopolitique, et j'adore la géopolitique. Donc t'as des rivalités, des tensions vraiment en rapport avec ça, avec l'ex-URSS. En plus de ça, le jeu, on va dire, traditionnel d'Asie centrale est très intéressant à voir. Bon, il a été massacré par les sélections ouzbèques depuis, mais tu regardes le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, c'est des jeux très intéressants avec vraiment une volonté de protagoniste avec le ballon et de pas faire de la passe à 10 juste pour faire de la passe à 10. C'est-à-dire que dominer tout en ne tombant pas dans la stérilité, avec des joueurs très techniques, et voilà. Et ça, c'est un jeu qui me plaisait beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que j'aime le football d'Asie centrale, en plus du fait que ce soit une région qui me passionne, notamment le Tadjikistan, que je trouve qui est vraiment un des pays les plus fascinants du monde. Ensuite, on a Maurice Lamalis, de son pseudo El Jospinovic, ça me plaît beaucoup déjà, qui me dit avec qui tu arrives à parler entre connaisseurs du foot arabe et asiatique. Bah sur Twitter, on va dire que heureusement que Twitter est là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres endroits où je peux beaucoup parler du football asiatique. Or, J-League FR, du coup le Discord J-League FR, que je vous mettrai en description, les amis de chez JLFR, un petit Discord sympathique, du coup qui est avec le compte Twitter. Et vraiment, si vous voulez parler football japonais, que vous avez envie de découvrir aussi, allez-y. Parce que vous pourrez super bien découvrir, il y a des supporters de tous les clubs passionnés, et voilà. C'est l'endroit où, on va dire, je parle le plus football asiatique hors Twitter. Au final, Messi ou Ronaldo, je vais en décevoir certains, mais à la base, j'aime aucun des deux, parce que j'aime bien être chiant. Mais je vais quand même dire Ronaldo, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait à Al Nassr, j'aime beaucoup l'implication qu'il a depuis qu'il est à Al Nassr. Al Nassr, quand même un club qui me tient à cœur. Donc, je vais dire Ronaldo. Voilà, désolé. T'aimerais bosser dans le foot, sur les terrains, coach, etc. ou pur journaliste? J'aimerais bosser dans le foot, évidemment. Sur les terrains, coach, je pense pas. Je pense que c'est trop de pression pour moi, ou même c'est pas... Enfin, je trouve ça incroyable, mais... Ou alors le seul moyen que j'aimerais d'être coach, ce serait coach dans un petit championnat asiatique, ou sélectionneur d'une petite sélection. Genre, sélectionneur de U23 du Tadjikistan, ou genre sélectionneur de U23 du Laos, ouais, tu m'en heureux en faisant ça. Mais voilà.
Après, sur les terrains, ça parle sur les terrains, mais dans les bureaux, mais j'ai un directeur sportif, par contre, ce serait un truc qui serait sympa, à la rigueur. Recruteur, pareil. Et sinon, pur journaliste, bah, je ne fais pas d'études de journalisme, je ne compte pas en faire non plus. Donc, je ne serai jamais journaliste. Après, est-ce que ça m'intéresserait? Oui et non, parce que je respecte beaucoup ce métier. C'est vraiment un métier très important. Je pense que, voilà. Néanmoins, la manière dont certains travaillent et ce qu'on leur demande aussi, ça me plairait pas du tout. Alors, tu prends typiquement l'exemple sur l'équipe. L'équipe de Greg, l'équipe de Choc et tout. T'as des journalistes, foot. On leur demande de parler de cyclisme, de rugby, de choses comme ça. Mais bah, ils s'en parlent. Ils y connaissent rien. Mais ils en parlent. Et devoir faire pareil, moi, je pourrais pas. Moi, je parle que des choses que j'aime et que je connais. Parce que je trouve. Enfin, personnellement, je suis incapable de parler de choses que je ne connais pas déjà. Ça se voit direct. Et bah, c'est nul, quoi. Enfin, bref. Voilà, j'espère avoir bien, à peu près bien répondu. Ensuite, on a Pakmu qui me demande est-ce que j'ai connu l'époque de Nippon Ganbare. Et non, parce que Nippon Ganbare c'est un vieux blog entre fans de J-League. Sauf que moi, J-League, j'ai commencé à regarder en 2018. Et mon compte Twitter Foot, j'ai créé en 2021. Et donc j'ai commencé à avoir des interactions avec la commu J-League en 2021. Donc non, j'ai pas connu l'époque Nippon Ganbare. Malheureusement, j'aurais bien aimé la connaître, ceci dit. Bref. Ensuite, on a une super question de Hugo Visselkobe Forever. Voilà, un grand homme du Discord J-League France. Qui me dit tu préfères les blanches ou les asiates? Bon. On va passer à la question suivante. Les asiates. Quelles sont les équipes ayant le plus progressé dans la saison dernière? Un petit top 3. Bon, alors pour les sélections qui ont le plus progressé depuis l'an dernier, Tadjikistan forcément, Jordanie forcément, et j'aurais envie de dire Palestine, mais en Indonésie. Et pour les équipes qui ont le plus, les clubs qui ont le plus progressé, donc sur la saison 2023-2024 par rapport à 2022-2023, Machida Zelvia, forcément au Japon, t'es obligé de répondre Machida Zelvia. T'es obligé de répondre aussi au Japon, enfin je vais faire que le Japon, parce qu'honnêtement c'est trop dur de faire avec d'autres championnats. Mais le Gamba Osaka, par rapport au mouroir que c'était en 2022, début 2023, là cette année ça va beaucoup mieux en 2024, et je suis très content parce que c'est un club que j'aime bien. Bah Kashiwa Reysol aussi forcément. Forcément. Donc voilà. On a une autre question de Catraniste. À ton avis, l'Australie gagnera une Asian Champions League dans les 4-5 prochaines années? J'y crois peu. Et bah moi aussi j'y crois peu, j'avoue. J'ai vu récemment que l'Australie était, je crois, 11e en termes d'indice AFC, donc l'équivalent d'indice UEFA. Genre derrière l'Ouzbékistan, derrière des pays comme ça. Et ça montre bien à quel point non seulement les clubs de A-League s'en tapent de la CL, ce qui peut se comprendre, et que honnêtement, non seulement ils s'en tapent, et ils sont pas au niveau dedans. Donc il y a pas une chance zéro, parce que ça n'existe pas la chance zéro. Mais quand tu vois les pays du Golfe qui mettent autant de moyens et surtout d'énergie pour la CL, tu dis que c'est ingagnable, quoi. À la rigueur, t'as les clubs japonais qui peuvent contester, les clubs coréens, mais c'est des clubs qui viennent de championnats qui sont à très beau niveau continentalement. Donc voilà. Ensuite, on a la question de Gros Requin qui me dit tu penses quoi du changement de calendrier à venir du championnat japonais qui passe de février à août? Eh ben, c'est de la grosse merde. Pour développer un peu plus ce passage, du coup, de août jusqu'à, en gros, des saisons qui feront août jusqu'à mai, c'est très problématique parce que au Japon, tu as un système qui fonctionne très bien. Début de saison, fin février, début mars, parce que ça coïncide avec la fin des années de cours, quoi, lycée, université et tout. Au Japon, le système scolaire, tu commences en avril, tu finis en mars. Du coup, ça fait que quand tu as un joueur qui est diplômé d'un lycée ou d'université, il l'est en mars, donc il arrive à peu près quand la saison commence. Donc il peut jouer direct. Là, il n'y a que le championnat qui va changer, mais les académies, l'universitaire et le lycée ne va pas changer. Donc, tu auras des joueurs qui seront diplômés genre en février et qui rejoindront ce club en milieu de saison, ou alors qui devront attendre quelques mois pour commencer une nouvelle saison. Déjà, ça c'est stupide.
Et c'est très problématique aussi parce que l'universitaire, on va dire qu'il y a un fort risque que ça le mette en déclin à cause de ça, ce qui serait une catastrophe absolue. Globalement, ce que vous devez retenir du Japon, c'est que le système marche très bien, donc il le change pour un système qui marche moins bien. Voilà. Et du coup, j'en pense beaucoup de mal de ce changement. Bref. On a ensuite la question de Bishop, supporter du Gainare Totori, que je salue beaucoup, qui me dit: en dehors du football, as-tu d'autres passions qui te donnent autant de plaisir? J'ai beaucoup de passions. Je suis un gars qui aime beaucoup de choses. J'aime la géographie, j'aime la géopolitique, j'aime l'histoire, j'aime les animes et les mangas. Mais il n'y a rien, à part une chose, qui se classe au niveau du foot. C'est la musique. Je suis un immense passionné de musique classique, de rock, de métal, d'électro, mais surtout de musique classique et de métal. C'est vraiment des choses que j'apprécie beaucoup. Je peux pas passer une journée, par exemple, sans écouter du Black Sabbath ou du Nine Inch Nails, par exemple. Voilà. Et ça me donne beaucoup de plaisir. Je commence, c'est difficile, mais en ce moment, sur le peu de temps que j'ai essayé commencer à apprendre à jouer du hautbois, parce que c'est un instrument qui me passionne. Voilà, donc la musique, c'est vraiment cette chose qui me passionne autant. D'ailleurs, je l'avais prévenu sur Twitter, ça sera sûrement le cas, même si ça a pris du retard. J'ai envie de faire à terme des trades de temps en temps sur la musique, notamment sur la musique asiatique, qui est très peu connue, à part la K-pop. Mais j'ai envie de faire d'autres choses, de parler un peu de la scène rap, de la scène rap de Taïwan, qui est très développée, de la C-pop, par exemple, de la musique indonésienne, qui est aussi très intéressante, je ferai peut-être un jour une vidéo sur un rappeur que j'aime particulièrement qui s'appelle Toumaj Salehi, qui est condamné à mort en Iran par le régime. Voilà, c'est des choses que je ne m'exclus pas de faire parce que je suis pas que là pour parler de foot, je suis là pour parler de ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est pas uniquement le foot. Donc je m'exclus pas de parler de musique un jour, mais bon, ça ne vous inquiétez pas, la ligne directrice restera quand même majoritairement sur le football asiatique. Au pire, je créerai une chaîne secondaire, vous en serez les premiers informés. Et pour finir, on a une super question de J-League France. Rionita ou Rionita? Personne n'aura la ref, et j'espère vraiment que vous ne l'aurez pas. Et pour répondre à la question, je vais dire Rionita. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo FAQ. Voilà, j'espère que vous avez mis en fond que vous n'avez pas regardé parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. C'est le principe d'une FAQ. J'espère pouvoir redonner du contenu intéressant dans les prochains mois. Voilà, comme dit, ça sera peut-être une vidéo par mois ou deux. Enfin, du coup, il n'y en aura pas en juin. Il y en aura peut-être une seule en juillet. Mais vraiment, vous attendez pas que cette chaîne soit fantastique. Je vais juste partager ce que j'ai envie d'y partager avec un peu plus de régularité. Et surtout une majorité de vidéos comme le format Monogatari en voix off uniquement, parce que là j'avoue que ça fait 1h30 que je tourne cette putain de FAQ, et je suis au bout de ma vie de voir mon retour de ma sale gueule. Bon, sur ce, bah allez, à la prochaine, hein, à la bise comme on dit, et puis si vous avez des questions, d'autres questions que pour cette FAQ, dans l'espace commentaire, sur Twitter je suis très actif, sur Insta je suis un peu actif, donc je vais vous le mettre aussi en ce moment, étonnamment. Et puis voilà. Je m'exclus pas aussi, mais alors là, on en reparlera peut-être une prochaine FAQ, parce que c'est pas prioritaire, de faire des shorts, parce que ça marche bien, c'est sympa. J'hésite à les mettre sur TikTok, mais honnêtement, j'aime vraiment pas ça, j'y vais jamais. Donc déjà, en short, ce sera pas mal. Bref, portez-vous bien, tout ça, en espérant que Kobe gagne ses prochains matchs, que le Cerezo soit relégué, puis la bise. Allez, salut!